Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD ou comics avec toujours un tout petit peu de spoil. Comme d'habitude, si vous voulez mon avis sur un titre en particulier ou esquiver le spoil d'un titre en particulier, je vous renvoie à la barre YouTube où il y a tout le chapitrage. Pareil en description, il y a tout le chapitrage avec la description de tous les titres. En description, vous trouverez aussi un lien vers tous mes réseaux, Twitter, TikTok, Instagram et j'en passe. Avant de commencer, pensez à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager. Ça fait toujours plaisir et ça permet à la chaîne de grandir. Et sur ce, on va commencer maintenant. On commence à ce qui a été la série de lecture pendant 7 épisodes, Astro Boy, le septième et dernier tome de l'anthologie de chez Kana. Voilà, c'est la fin de cette petite série de mes lectures qui commençait avec Astro, Tetsuya Atomu, le personnage légendaire de Osamu Tezuka. J'avais bien aimé, comme j'ai dit, le tome 5. Alors, petit point, les 4 premiers tomes sont sympathiques, il y a eu des hauts et des bas parce que tu sentais que Tezuka était un petit peu, alors je suppose, hein, était, entre le côté est-ce que je fais un truc pour les enfants comme les tout premiers tomes de l'anthologie, et après un truc un peu plus adulte, où des fois il y avait des enjeux un peu plus dramatiques, des thématiques un peu plus dramatiques et sérieuses. On est arrivé au tome 5 de l'anthologie avec l'arc du robot le plus fort du monde, qui a inspiré le manga plus tôt de Naoki Urasawa, qui est oufissime. Le tome 6 faisait un petit peu moins bien, et le tome 7, eh ben, il remonte d'un cran parce qu'on est déjà sur un tome, en fait le tome entier c'est un arc narratif, où en fait il va y avoir une menace qui s'appelle le Chevalier Bleu qui va arriver, il va se passer un truc à Astro, fin de l'arc du Chevalier Bleu, et en fait, on enchaîne sur comment se termine cet arc-là, sur un autre arc qui s'appelle le retour d'Astro, parce que Astro se fait casser la gueule, réparation, et ensuite il se passe encore un truc qui enchaîne sur le dernier arc, la famille Mélanine, où il y a tout un délire de révolution de la conscience des robots, qui est super bien. Donc en fait, on a un tome de 300 pages, où c'est une grosse, grosse histoire de Astro, qui est vraiment super bien. Alors, le robot le plus fort du monde reste pour moi le meilleur tome, mais le tome 7 est vraiment cool, et après un tome 6 qui était un petit peu moins bien, j'ai trouvé que le tome 7 relevait de niveau, donc voilà, vraiment une très bonne lecture et je vous conseille, de lire l'anthologie, au moins les 3 derniers qui sont vraiment très, très bons, surtout le 5 et le 7. Mais voilà, si vous connaissez pas, foncez au moins le tome 5, juste pour le robot le plus fort du monde et pour ensuite comprendre un peu mieux le manga plutôt de Naoki Urasawa. Petite pub, alors n'ayez pas peur, je vais pas parler de Genshin Impact ou de NordVPN, je vais parler de Hideshi Ino. Alors en fait, pendant le festival d'Angoulême, j'avais récupéré ces 3 tomes de Hideshi Ino et bah, j'ai jamais pris le temps de les lire, donc je vais les lire dans les prochaines lectures. Donc bah, tout le mois d'octobre, en même temps c'est le mois d'Halloween, bah, je vais parler d'un auteur qui a fait des mangas d'horreur, donc c'est la thématique. Donc les 3 prochaines lectures, pour remplacer l'introduction avec Astro, on va parler de ces 3 mangas de Hideshi Ino, disponible chez Imacho, qui a en plus récemment tweeté comme quoi ils allaient sortir d'autres titres de cet auteur, donc bah, je suis dans le thème. Maintenant, on parle de Kamen Rider V3 et X, donc qui sont 2 histoires qui font 100-150 pages de personnages de Kamen Rider, donc Kamen Rider V3 et Kamen Rider X. Donc c'est le troisième, enfin quatrième tome de Kamen Rider et la troisième série Kamen Rider que publie Isan, après les 2 tomes de Kamen Rider premier du nom, sorti il y a quelques années, et Amazon, sorti il y a quelques mois. Et c'est moins bien. C'est vraiment, si vous voulez mettre, 1 € dans une série Kamen Rider, la première série d'Ishinomori, elle est oufissime. Amazon est vraiment cool, il y a des, surtout la deuxième partie un peu plus, abstraite où c'est un mélange storyboard et manga classique. Je trouve que V3 et X, c'est sympa, mais déjà le fait que ce soit pas dessiné par Ishinomori, ça enlève peut-être quelque chose. Alors il y a des pages couleurs qui sont très belles, mais on sent aussi que c'est le début des mangas animés où en fait c'est plutôt plus ou moins en fait, on fait quelques chapitres pour introduire les enjeux et vous voulez la suite, aller lire le manga. Parce qu'il y a finalement il y a pas de fin et c'est un peu décevant. C'est on est en on ça s'arrête en c'est des tu des histoires, mais t'as pas la conclusion où le héros va battre le grand méchant. Typiquement en V3, ça se finit avec l'apparition d'un personnage et fin. Et si tu veux savoir la suite, bah, va voir la série des années 80-90 et c'est un peu chiant. Alors c'est intéressant pour l'histoire, parce que je suis en plus j'aime beaucoup Kamen Rider tout ça, mais c'est vrai que, en tant que simple histoire, je suis un poil moins fan. Donc c'est difficile à recommander pour des gens qui veulent découvrir. Pour des gens qui sont fans,
foncez, de toute façon, je pense que vous avez pas besoin de moi, mais c'est vrai que pour des gens qui hésitent, qui disent: «Est-ce que c'est bien ou pas?» Kamen Rider premier du nom, Amazon, V3X, si vraiment vous kiffez, allez-y, mais si c'est pour tester, peut-être passez votre chemin et tentez autre chose. Maintenant, on va parler de manga de chez Mangetsu. On commence avec le 10e tome de Shirulan avec Serizawa en couverture. Donc, le dernier tome, on a vu l'apparition du Migu Tenguto, donc les 7 lieutenants de Serizawa. Donc là, on va enchaîner pendant plusieurs tomes, combat sur combat, entre les membres du Shinsengumi et donc le groupe d'origine autour du héros. Non, j'ai oublié le nom, Ijikata, Toshizo Ijikata, et donc c'est tous les membres qui vont créer le Shinsengumi tel qu'on le connaît plus tard, face à ce groupe qui fait très le groupe de Shishio dans Kenshin le Vagabond, et donc on va enchaîner combat sur combat, on a pas mal de flashbacks, on a notamment un peu les origines de Serizawa, et le fait qu'il est né fort, il était destiné à être fort, et comment il a plus ou moins fondé son groupe, le Mito Tenguto, et après on enchaîne les combats, on a notamment, le premier combat c'est Hajime Saito face à un mec qui, c'est typiquement là son adversaire avec ses moustaches on dirait un matador mexicain ou espagnol, enfin plutôt espagnol, matador, et qui dit ouais je me suis entraîné pendant 10 ans dans une montagne à couper une goutte d'eau en 3 fois en une seule seconde. C'est tellement un personnage qui pourrait être dans Kenshin le Vagabond, le combat est super cool. Après on a un combat qui est alors un peu teasé sur le dos de la couverture, enfin la quatrième de couverture plutôt, où t'as le... excusez-moi, j'ai plus son nom. C'est Sanosuke Harada qui affronte le gros bouddhiste, là, le mec avec une grosse lance, et c'est son maître en fait. Et donc, origin story sur ces deux personnages-là. Le combat va commencer, mais n'est pas terminé. On a un autre combat qui commence en même temps. C'est vraiment super cool. Après, le problème, c'est qu'il y a un personnage qui a l'air d'affronter un mec très dangereux. Mais comme c'est le mec qu'on voit dans le futur, on sait qu'il va survivre. Ça, c'est un petit peu dommage. Et bon, vu qu'ils sont tous censés survivre, enfin, au moins à cette bataille-là, parce qu'ils vont être dans le Shinsengumi tel qu'on le connaît. Mais là, vraiment, on arrive dans du très très bon. Les planches sont oufissimes, incroyables. J'ai même rencontré quelqu'un dans le métro, alors, enfin dans le RER plutôt. Alors ma vie, j'étais en train de lire ce tome-là, et il me dit «Ouah, c'est trop bien dessiné!» Je lui ai montré, il avait l'air hyper emballé, je lui ai un peu vendu le speech, donc on va voir. En tout cas, Shirulan, tome 10, super bien. Ensuite, on passe à Golden Guy, tome 2, que j'ai reçu en service presse. Euh, j'ai encore du mal avec le titre, hein, j'aime bien le délire mafieux, tu sens que c'est sale, que les mecs ils se font des coups bas, que c'est des enfoirés de première, mais c'est vrai que j'ai encore du mal à être à 100% dans le titre. C'est bien, mais je suis pas à fond dedans comme je suis pour Shiruran et d'autres titres. C'est bien, je vais continuer. Comme je disais, j'adore les petits coups fourrés où, avec tous les personnages du clan, donc c'est le... Excusez-moi, j'ai pas les noms. Donc c'est la famille Kikaku qui veulent tous récupérer ce fameux trésor et qui sont tous en train de se faire des alliances pour ensuite se foutre des coups de poignard dans le dos. Typiquement, comment il s'appelle, Kurozuka, donc le chauve avec des lunettes, qui a une dentition dégueulasse, qui s'allie avec un mec et qui après veut le niquer. C'est génial. Le fait que Guy va voir un mec pour faire une alliance et qu'après les mecs sont au courant, ils vont tuer le mec qui veut faire une alliance pour encore plus le niquer. C'est vraiment super bien. Mais à côté de ça, il me manque encore un petit truc pour que je me sois à fond dessus. On verra que le tome 3, mais en tout cas, ça reste sympathique, ça reste un bon titre, moi j'ai bien aimé. Mais c'est vrai qu'il me manque encore un truc pour être à fond, à 100% dedans. On parle maintenant de Shigahime, le 5e et dernier tome de cette série de vampires par Sato Hirohisa. Et donc on devrait avoir l'année prochaine un autre de ces mangas d'horreur qui serait beaucoup plus SF de ce que j'ai compris. Peut-être que j'ai une grosse connerie. Euh, un peu déçu. Voilà, je suis un poil déçu par la fin. J'avais bien aimé les 2-3 premiers tomes, j'avais un peu peur sur le 4e. Et le 5e, je suis un poil déçu sur comment ça se termine. Sur le fait que Shika pète, enfin, quand elle soit devenue une vampire, elle change complètement de personnalité, tout ce délire de combat entre les sœurs. Et finalement, le combat entre les sœurs, on en sait pas plus que ça. Bon, alors peut-être que je relis les 5 tomes d'une traite pour mieux comprendre la chose. Il y a un petit flashback sur on les voit quand elles sont en 1700, pendant la... c'est pas la Renaissance, c'est après, c'est plutôt l'époque moderne, on va dire ça comme ça. Et j'ai l'impression que cette histoire autour des 3 sœurs tombe à plat, et on n'en sait pas plus que ça. Je suis un peu déçu. Surtout que ça commençait bien avec ce propos sur l'adolescence, sur le fait que être vampirisé, ça fait un parallèle avec l'adolescence, la puberté, et finalement qui disparaît un peu sur le 5e tome, et je suis un poil déçu.
Voilà, ceux qui attendaient la fin pour se lancer, je suis moins autant le début, j'étais super convaincu graphiquement en termes d'histoire, autant la fin, je suis un peu déçu. Alors peut-être que je me relirai le tome et alors après je sais pas si c'est moi, mais j'ai un petit souci sur mon tome, c'est qu'il y avait des pages qui étaient, un peu plus, découpées. Alors c'est au niveau de la découpe des pages, elles étaient plus ou moins, épaisses, enfin larges, ce qui fait que des fois quand tu tournes une page, vu qu'en fait la page encore suivante elle est plus large, bah, tu tournes 2 pages d'un coup et c'était super chiant, j'ai eu ça plusieurs fois, ça fait comme s'ils étaient, dentelés en fait, les pages et c'est assez désagréable. Mais je sais pas si c'est un défaut sur mon tome ou si tous les tomes sont comme ça. Mais voilà, voilà, juste en parler. En tout cas, voilà, Shigehime, un peu déçu sur la fin. Je sais pas si je prendrais son autre manga. Autant jusqu'au tome 3, j'étais très emballé. Et là, à la fin, un peu déçu. Un poil. C'est le soufflet retombé en fait. C'est un peu dommage. Les enfants d'Hippocrate, tome 4. Sympathique petit tome qui parle du deuil, du cancer. C'est super cool, je dis ça avec un grand sourire. Non, c'est quand même, j'aurais peut-être pensé que le manga serait encore plus lourd parce que je pense, au manga Give My Regards to Blackjack chez, Naban, qui, montrait le côté médical d'une manière, horrible et en fait, Les Enfants d'Hippocrate, c'est vraiment le côté plus beau, plus joyeux parce que certes, elle a un cancer, enfin une leucémie, enfin le patient dans le tome, mais c'est vrai que c'est toujours de montrer le côté positif de la maladie. Enfin vraiment, vous allez vous en sortir, vous avez des pertes des cheveux, vous pouvez vous prendre une perruque, alors que dans Blackjack, c'était l'enfer sur Terre. Le mec, il était en chier du sang. C'était horrible. Voilà, c'était sympathique. Mais encore une fois, je suis pas convaincu à 100% par les enfants d'Hippocrate. Je sais pas si je donne encore une chance au cinquième tome ou pas, on verra. En tout cas, j'ai bien aimé par contre l'histoire, enfin, le petite relation qui se crée entre le héros et son frère, notamment le passage où il va au cimetière, il va voir la tombe de sa mère et il tombe sur un objet que son frère a laissé, donc il comprend que son frère aussi, il est en plein deuil, et cetera. Mais je suis pas complètement convaincu, même après 4 tomes, donc je sais pas si je prendrais le cinquième. En tout cas, Les Enfants d'Hippocrate, ça reste sympathique, c'est pas mauvais, mais c'est juste que peut-être que je vais attendre qu'il y ait plus de tomes et m'en prendre plein d'un coup pour, me faire une meilleure idée. Je pense que suivre, tome par tome, comme le bateau de Thésée, quand j'ai commencé à suivre la série, tome par tome, j'ai un peu moins aimé que quand j'avais enchaîné les 6 premiers tomes d'un coup. Donc peut-être que je vais faire ça pour Les Enfants d'Hippocrate, je vais attendre qu'il y ait 4-5 tomes et tout lire d'un coup, on verra. On parle maintenant de Rokudenachi Blues, le troisième tome de l'édition Masterpiece. Alors avant de commencer, on m'a fait remarquer que sur la page 150 et quelques, il y a un petit défaut d'impression. En fait, c'est pas ultra pénible pour la lecture, c'est juste que je pense que c'est la rotative, hein, ou mon impression. Il y a plein de petits traits qui sont pas normalement sur le tome de base, qui cachent pas la lecture. C'est pas une grosse tache d'encre, c'est pas désagréable, mais c'est vrai que pour une édition Masterpiece, c'est un petit peu dommage d'avoir un petit défaut, parce que le problème c'est que quand tu vends une édition de luxe Ultimate, ben, c'est sûr que le moindre défaut est exacerbé parce que tu te dis, tu payes quand même le prix fort de 16 €, une édition de luxe, et cetera. Bon, je suis arrêté de taper sur Pika pour rien. Donc ce troisième tome est vraiment bien, toujours aussi cool. J'apprécie de redécouvrir l'œuvre mois par mois, au fur et à mesure, tout doucement et pas de m'enchaîner tout d'un coup. Il y a pas mal encore de petites histoires, notamment avec Nakata qui tombe amoureux de Chiaki, enfin qui a le béguin pour Chiaki, qui essaye bah, de la draguer, mais bon, il n'y arrive pas. Et j'adore le fait que. Alors, il y a un jeu de mots sur lui, c'est qu'il appelle Nakaka. Parce que Nataka, pareil, il y a un personnage qui s'appelle Shimabukuro, si je dis pas de bêtises. Et de ce qu'on m'avait expliqué, c'est que dans l'édition J'ai lu, il avait appelé. Il avait donné un autre nom, en gros, pour faire un jeu de mots avec la merde. Je crois que c'est Shikamaru, c'était pas Shikamaru, mais c'était un autre nom. Enfin, il y avait un gros, je sais plus c'est quoi. Et donc, je crois qu'il s'appelle Shimabukuro dans celui-là, et il l'appelle Shima Merde. Donc voilà, pour garder le Shimabukuro en Shima Merde, c'est vraiment cool. Toujours des histoires sympathiques. Il y a beaucoup de baseball dans ce tome-là. C'est marrant quand on sait qu'après l'auteur aura fait Rookie, un manga sur le baseball. À croire que cette passion était déjà là et qu'il aurait peut-être voulu faire un manga de baseball, mais il était pieds et poings liés avec Rokunechi Blues. Il y a des petits passages sur la clope aussi. Je sais qu'il y a un message qui revient souvent dans Rokunechi et qui est très important dans Rookie par rapport à fumer et parce qu'ils vont arrêter parce qu'ils font du sport et qui revient encore en ce tome-là, comme notamment quand Maïda révise l'anglais avec Chiaki.
Et j'adore le passage où il triche à l'examen d'anglais et que, en fait, le prof a triché sur Maïda en lui donnant une copie d'un niveau supérieur au sien et que ses potes pensaient avoir la réponse, mais en fait, c'est la réponse du niveau au-dessus et il lui donne tout et Maïda, à un moment, il fait une grimace, il fait cette grimace-là et il y a un mec derrière qui copie aussi, sauf que lui, il avait l'examen de seconde, donc lui, c'est complètement gaufré et je trouve ça génial. Voilà, vraiment, c'est un passage qui m'a fait mourir de rire. En tout cas, Rokunichi Blues, toujours aussi bien et vivement le prochain tome. On parle maintenant de My Hero Academia, tome 34, donc avec en couverture, alors j'ai oublié son nom, excusez-moi, c'est Star on Stripe, donc l'héroïne numéro 1 des USA qui était apparue à la fin du tome précédent, qui vient au Japon pour aider All Might, qui est un petit peu son mentor, son envie de devenir une héroïne. Il y a un flashback par rapport à ça. Gros combat contre Shigaraki Tomura, dans le ciel, ou alors son pouvoir est quand même assez abusé, ou elle peut dicter des règles aux objets qu'elle touche ou qu'elle ne touche pas, enfin, autour d'elle. Notamment, je dis, je solidifie l'air, il n'y a plus d'air. Pas, mais là, tu peux plus respirer, j'attrape la foudre c'est du feu, etc. Enfin, assez incroyable comme pouvoir. Très spectaculaire, notamment le moment où elle dit je solidifie l'air autour de moi, et donc elle se fait un clone d'elle-même dans le ciel, et elle donne des putains de coups, elle attrape la foudre, enfin des lasers, et elle lance, elle se prend pour Zeus, elle envoie. Bon, en plus, l'attaque Kerunos, c'est une attaque dans plein de jeux vidéo quand tu peux invoquer Zeus, notamment dans les Shin Megami Tensei. Son attaque ultime, c'est Kerunos aussi, c'est la même écriture. Je pense que c'est une référence à Chronos. Ou alors c'est un putain d'éclair, enfin un putain de missile, enfin tous ces rayons laser on dirait un éclair de Zeus en fait. C'est vraiment génial, vraiment cool. Et la conclusion avec ouais, mon pouvoir, tu peux plus l'utiliser. Il annule tous les autres pouvoirs. Tu fais oh putain, elle a limite niqué One for All. Et après on découvre un peu un mystère qui était depuis super longtemps, le fameux traître de l'école, et on découvre enfin qui c'est. Voilà, c'était un super tome. Le début est super bien, la fin. Ouais, j'étais. Après hein, le gros combat, c'est sûr que oui, je vais vous montrer qui est en fait le traître. Tu fais ouais, bon, on s'en foutait un peu, le traître, on l'avait un peu oublié depuis longtemps. En tout cas, moi, je m'en souvenais un petit peu, mais enfin, quand ils en ont parlé, j'ai fait ah oui, le truc du tome 17. Gars, ça fait. On est au tome 34, il y a un petit peu longtemps quand même, cette histoire de traître. Mais en tout cas, vraiment très plaisant, ce tome 34 de MHA. Ce début d'octobre, c'est un mois avec beaucoup de nouveautés. Déjà derrière moi, il y a le tome 1 et 2 de Dandadan, dont j'ai parlé dans un manga show en début de semaine. La semaine prochaine, on va parler de Call of the Night, mais j'ai aussi pris Les Amants Sacrifiés de Masasumi Kakizaki, l'auteur de Rainbow, Hideout, Greenblood et Bestarius, donc respectivement Greenblood et Hideout chez Kiyun, et Bestarius et Rainbow chez Kaze. Et avec Les Amants Sacrifiés, une série en 2 tomes, on revient un petit peu aux premiers amours de Kakizaki, les mangas historiques, parce que à la base, son premier grand succès, son premier manga, si je dis pas de bêtises, c'est Rainbow, un manga qui se passait après la Seconde Guerre mondiale. Et là, on est sur un manga qui se passe au début. On est en 1940, donc on n'est pas avant, on est au tout début de la Seconde Guerre mondiale, où le Japon, je crois, commence à rentrer en guerre, et donc s'allier à l'Italie et à l'Allemagne nazie. Et en fait, on va suivre un couple où il va arriver plein mal de choses là-dedans, des histoires avec la Mandchourie, donc ceux qui lisent Manchuria Open Sword, vous savez de quoi je parle. Et voilà, donc c'est vraiment une histoire super cool, alors qui est très courte, hein, parce que c'est 2 tomes, le premier tome fait 150 pages, dans un format un peu plus grand. J'ai un tome de MHA sous la main, donc vous voyez, un tome de MHA c'est grand comme ça, mais c'est un peu plus fin, mais vraiment super cool. Alors, Kakizaki, toujours aussi bon en termes de dessin. J'ai même pas besoin de. Vous aurez des pages à côté, mais j'ai pas besoin de le dire, c'est toujours aussi bien dessiné. À l'histoire, j'attends quand même le second tome pour me faire un avis définitif parce que il y a beaucoup de choses qui sont mises en place dans ce tome-là, notamment au niveau de la relation entre les personnages. Le fait que bah, le héros, enfin le mari fait des choses et que c'est un peu, est-ce que c'est un traître à la nation et la femme qui comprend pas trop, il y a des mystères, ça stresse un petit peu. On verra avec le second tome la conclusion de cette série, qui est de toute façon une série en 2 tomes. Bon, c'est un peu dommage que ça soit pas un one-shot de 300 pages, parce que finalement, pour sortir 2 tomes à 150 pages, autant ils auraient dû sortir au Japon un seul bouquin de 300 pages. Et bon, l'argent, je sais bien pourquoi, hein. Je sais bien que c'est pour la monnaie, mais voilà. En tout cas, Les Amants Sacrifiés, j'en reparlerai quand j'aurai lu la fin, et je pense que je me relirai les 2 tomes d'un coup pour faire ma vidéo, j'en parlerai dans quelques mois quand ça sortira. Maintenant, on va parler de quelque chose de lourd, de très très lourd. Vous le voyez derrière moi, c'est Thor du tonnerre, et
Thor, déesse du tonnerre. Alors c'est 2 omnibus qui font 900 pages pour celui-ci et 1200 pour celui derrière, qui sont à 80 et 90 €. C'est très cher, j'ai acheté ça au mois d'août et je les ai finis récemment, j'ai lu ça au fur et à mesure. Et en fait, c'est un méga run écrit par Jason Aaron, qui était le scénariste du Doctor Strange dont j'ai parlé il y a quelques mois. Et en fait, c'est un run qui a été écrit entre 2013-2014 et jusqu'à 2017-2018. Et en fait, ces 2 omnibus forment un méga run en 3 parties. Alors je m'explique. Il faut commencer avec Thor du tonnerre, où en fait on va suivre une histoire en 3 parties, enfin en 3 époques, où on suit un Thor jeune, le Thor qu'on a dans Avenger, et un Thor millénaire qui est devenu roi d'Asgard, où il est dieu, et qui a remplacé son père, qui affronte le méchant de Thor Love and Thunder, donc comment il s'appelle déjà, le tueur de dieux, j'ai oublié son nom, excusez-moi. Et donc ça reprend plus ou moins, et plus moins que plus, donc l'histoire du film, le 4e film Thor, avec, et ça finit en fait l'histoire avec Thor qui est déchu, qui n'est plus reconnu comme étant le dieu tonnerre, et en fait ça devient ensuite Jane Foster. Donc on suit après tout ça donc Jane Foster qui devient la déesse du tonnerre, qui devient Thor, et ensuite, et ben, il se passe la fin de Love and Thunder, enfin très différente, et après Thor redevient le dieu tonnerre, et donc on a la fin avec toute une histoire, avec une cohorte d'ennemis de Thor qui se sont alliés pour niquer Asgard. C'est vraiment cool. Alors des fois ça part un peu dans tous les sens, et malgré que ça soit un omnibus qui se centre sur Thor, des fois, on nous dit: «Ah ouais, mais tu sais, dans ça, dans Avenger, que tu pas lu, faut que tu lises». C'est un petit peu décevant, mais globalement, l'histoire de Jane Foster est vraiment cool. Le tout début avec, je sais plus comment il s'appelle, le grand méchant de Thor. Excusez-moi, je le pose là, parce que vous allez voir, le bouquin est énorme. Il s'appelle Gore, le massacreur de Dieu, qui est vraiment cool. Surtout, bah, on a un Gore qui est impressionnant, un Thor qui est monstrueux. À un moment, il a des bras, c'est des cuisses, c'est des cuisses, c'est un truc de fou. Quand il y a les 3 Odin qui se, enfin les 3 Thor qui se croisent et qui vont affronter Gore ensemble, donc le jeune, l'adulte et le vieux, c'est vraiment cool. Vraiment à lire, Thor. Bon après je peux comprendre que ça soit très cher, et ça pèse un âne quand même, hein. Moi j'ai plus de bras là, j'ai porté l'autre pendant 10 minutes là, j'ai plus de bras donc je vais arrêter. On finit cette lecture avec une petite bande dessinée, c'est Les Futurs de Liu Cixin. J'avais parlé du 3e tome il y a quelques temps, et en fait je me suis acheté la collection, enfin les 6 ou 7 tomes qui sont sortis pour l'instant sur les 15 qui sont annoncés, et donc je me suis dit, bah, je vais, maintenant que j'ai fini Astérix, je vais vous parler de ça pendant, bah, 5 ou 6 semaines, le temps d'épuiser toute ma pile de cette collection. Donc c'est le premier numéro de la collection Les Futurs de Liu Cixin, qui est un auteur chinois de science-fiction qui a écrit Le Problème à 3 corps. Pas lu, je ne connais pas du tout l'auteur, je ne sais pas s'il y a eu des séries adaptées de ses bouquins. Et donc je découvre un petit peu ses travaux à travers ses BD. Et donc ça, c'est La Terre Vagabonde. L'histoire, c'est que le soleil va exploser. En fait, on prévoit qu'il va s'effondrer sur lui-même et donc exploser. Et donc les humains, pour pallier à ça, veulent partir pour Proxima du Centaure. Et donc il y a tout un plan où les humains vont se terrer sous terre. On va mettre des méga fusées sur la planète, sur la surface de la planète. On va stopper la rotation pendant quelques années, enfin le temps de stopper la rotation, et puis on va partir direction Proxima du Centaure pendant 4000 ans, 4000 années-lumière. Donc enfin, ils disent, à un moment, on dit ça va être X années-lumière, mais c'est en milliers d'années. Et en gros, ça sera dans 100 générations qu'on atteindra la nouvelle planète. Donc, c'est-à-dire que pendant 100 générations, les gens vont vivre sous terre et ne vont pas voir la surface de la Terre. Ils vont vivre terrés en attendant, bah, une potentielle arrivée sur Proxima. Et on va suivre le destin de quelqu'un. Donc, c'est les premiers habitants qui vivent sous terre. Les révolutions, les révoltes, les gens qui comprennent pas, qui pensent qu'on les a menti, les conflits un peu internationaux, la religion, comment elle est perçue à ce moment-là. C'est vraiment bien, c'est très dense, c'est comme un bouquin qui fait 150 pages, 130 ou 150 pages, c'est super bien. Alors après, c'est sûr que y a une ellipse à bout d'un moment, c'est que bah, on passe de une histoire et pam, fin. On nous montre l'arrivée sur Proxima. Désolé, je spoil, hein. Et c'est un peu dommage, j'aurais préféré que l'histoire soit plus courte sur plein de personnages, mais qu'on voit l'évolution des humains, peut-être sur 100 générations, voir peut-être une perdition, des guerres, enfin, peut-être plus narrer ça de manière chronologique, nous raconter l'épopée, mais il a fait la volonté de raconter l'histoire d'une famille pendant une génération qui a vécu ça. Donc la première génération en plus qui vit sous terre. Donc ça reste intéressant. Et j'ai hâte de lire le prochain bouquin dont j'en parlerai la semaine prochaine. Ça sera Pour que respire le désert.
Voilà, c'était ma vidéo Mes lectures, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager, ça fait toujours plaisir et ça permet à la chaîne de grandir. En description, vous avez un lien vers tous mes réseaux, Twitter, TikTok, Instagram. Et maintenant, je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!